ayant développé le vouloir vivre collectif. Ça, c'est un aspect. Mais lorsqu'on parle du dialogue, Jean-David Kilolo, il faudrait d'abord faire une démarcation entre le dialogue en temps de paix et le dialogue en temps de guerre. Le dialogue en temps de paix peut provenir de réalités d'ordre politique, crise politique permanente et récurrente, ayant infesté les fonctionnements normaux des institutions de la République établie. Et pour ça, on peut se retrouver autour d'une table. Il y a des crises, par exemple, sur la question de la contestation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Ça peut faire l'objet d'un dialogue. Il y a la question, par exemple, de la légitimité du président de la République. Vous savez qu'il y a des opposants qui, jusqu'aujourd'hui, réclament vérité des urnes, hein, qui parlent de hold-up électoral. C'est des questions qui divisent davantage la classe politique congolaise. Même la question du changement de la Constitution, ça peut faire l'objet d'une crise politique qui peut nous amener à un dialogue des natures politiques. Mais dans un contexte de guerre, le dialogue s'inscrit dans le seul ordre de vouloir conjuguer nos efforts ensemble avec toutes les forces vives de la nation pour bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur le territoire congolais. Et donc c'est un dialogue pour pouvoir fédérer les énergies, les intelligences, les stratégies ensemble afin de vaincre un ennemi qui est un ennemi commun. Autant pour le président de la République, autant pour Martin Fayoulou, autant pour Délice Sanga. Et donc je pense que ce dialogue, s'il y en aura, il faudrait que ce soit un dialogue qui nous permettra de réfléchir ensemble pour bouter dehors notre ennemi qui est déjà identifié. Donc l'ennemi qui est identifié, c'est qui? Non mais c'est Kagame, c'est le Rwanda. Et pas Nanga? Non mais Nanga c'est un supplétif. Nanga, est-ce qu'il pourra aussi participer au dialogue s'il y a? Ben, je pense que, vous savez, il ne faudrait pas ouvrir une brèche pour ne pas le renfermer après. Parce que si on accorde un couloir des discussions avec Corneille Nangaa, cela est une possibilité de créer d'autres Corneille Nangaa après. Finalement, ça deviendra un fonds de commerce. Le fait de faire la rébellion, ce serait un moyen pour accéder à la gestion de la chose publique de l'État, ce qui n'est pas correct. Nous avions opté pour un régime démocratique qui passe essentiellement par la compétition électorale. Surtout que Corneille Nangaa fut le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il avait le statut d'un arbitre qui avait pour mission de départager les politiques. Et Nangaa ne pouvait pas se métamorphoser à un compétiteur au point de se liguer contre les autres compétiteurs. Ça, c'est quand même absurde et inacceptable. Mais regardez d'abord l'attitude de Nangaa au début. Quelle a été la première recommandation ou encore réclamation de Corneille Nangaa? Nangaa réclamait le respect de l'accord qui existerait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et pendant ce moment-là, Nangaa plaidait pour le compte de qui? Quelque temps après, Nangaa se transforme en un rebelle. Il tue, il pille, il crée de la désolation. Il devient l'objet de massacres. Et aujourd'hui, la seule question qui demeure est celle de savoir Nangaa rend ce service pour qui? Nangaa obéit aux ordres de qui? Mais il est là, il le fait pour lui-même, il a dit. Non, mais s'il le fait pour lui-même, alors quel est le mobile de motivation de son combat? Alors, mais là, c'est que le dialogue pourra quand même bien expliquer les choses. Non, mais au fait, on ne peut pas aller au dialogue pour faire du Nangaa notre menu de change. Non, parce que le dialogue devra certainement, parce que tout à l'heure vous l'avez dit, devra réunir les fils et filles de la RDC pour parler. Mais lui aussi, c'est un des fils, peut-être de la République démocratique du Congo, quand bien il est condamné. Non, mais un fils qui se rébelle gratuitement contre son pays, je ne sais pas quel est le prix que nous pouvons réserver à ce fils-là. Alors aujourd'hui, quel sens pourra donner au dialogue où il n'y a pas d'autres composantes? Donc, je l'ai dit... parce qu'aujourd'hui, pour l'Église catholique, Monseigneur Ambongo, ou le cardinal Ambongo l'a dit, il va aller voir tout le monde. S'il faut aller même au ciel, là où il y a d'autres Congolais, il va aller les suivre. Donc non, pour lui, c'est que s'il faut aller
au niveau du Burundi, Ouganda, et qu'il y a des Congos là-bas pour dialoguer, il va le faire. Non, mais moi je crains que nous tombions dans ce qu'on appelle en médecine l'erreur médicale. Administrer un médicament qui ne correspond pas à la maladie détectée. Je crois qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème d'ordre sécuritaire. Et à un problème sécuritaire, vous ne pouvez pas apporter des solutions politiques qui nous déboucheraient réellement à un partage de butin, à un partage de pouvoir qui, en réalité, ne va pas apporter la solution aux problèmes posés. Là, nous avons besoin de l'expertise diplomatique. Nous avons besoin de l'expertise militaire. Nous avons besoin de moyens pour accompagner l'armée en termes de dispositifs matériels afin d'assurer l'autodéfense de notre pays. Nous avons besoin de ces choses. En réalité, même si on organise les dialogues, posons-nous la question. Qu'est-ce que Martin Fayulu pourrait apporter en termes d'apport visible et palpable pour l'armée? Fayulu va donner de l'argent pour qu'on achète des armes? Sessanga va donner de l'argent pour qu'on achète des armes? Les évêques de l'église catholique vont donner de l'argent pour qu'on achète des armes? Si oui, eh bien, il serait important dans ce dialogue, mais dans le registre sécuritaire, parce que le problème est d'ordre sécuritaire. Je vous ai dit, Nanga ne doit pas se retrouver en réalité dans ce problème. Vous savez que le combat des Nanga est quand même un combat très incohérent. Qu'est-ce que Nanga nous disait? Il l'a même répété, que c'est lui qui a créé Tshisekedi, et que celui qui en a le pouvoir de le défaire, il se comporte comme un Dieu créateur. Mais lorsque Nanga nous dit que Tshisekedi n'a pas été élu, pourquoi il ne dit pas aux Congolais qui est le candidat qui a été réellement élu? S'il dit aux Congolais le candidat qui a été élu, on pouvait comprendre son combat dans le sens de rétablir de ce droit les candidats qui a été réellement élu. L'arbitre se transforme en un compétiteur, et un compétiteur qui se ligue non seulement contre les autres compétiteurs, mais contre toute la population congolaise. C'est ce qui est quand même décevant. Nous voulons bien d'un dialogue, nous voulons bien d'une table ronde, mais à condition que cela ne débouche pas à un partage de butin. Un dialogue, mais pour lever l'option de combattre le Rwanda. Un dialogue pour lever l'option de renforcer notre armée. Un dialogue pour lever l'option d'augmenter le budget pour l'armée congolaise. Un dialogue pour lever l'option de restructurer l'armée afin d'assurer l'intangibilité de nos frontières, protéger les territoires congolais, parce que nous avons l'obligation de léguer un héritage complet à la génération future. Alors, quelle chance que vous donnez aux démarches entreprises par l'Église catholique? Je leur accorde toutes les chances possibles, mais je voudrais qu'ils soient sincères. Je voudrais qu'ils définissent clairement le terme des références. Quel est le cahier des charges? Quel est le contenu que l'on peut accorder ou donner à ces dialogues-là? Pourquoi on doit se retrouver autour d'une table? On va parler de qui? On va parler de quoi? Qui doit prendre part à ces dialogues? En réalité, dans ce dialogue, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons besoin que de ceux-là qui apporteront des intelligences allant dans le sens d'aider les pays à vaincre l'ennemi. Quoi de plus normal d'associer Denis Sessanga, parce que c'était un ancien rebelle. Il pourra nous apporter son expérience de la rébellion. Mais vous n'avez pas parlé. Quoi de plus normal d'inviter Jean-Pierre Bemba, parce que c'est un seigneur de guerre, il sait ce que c'est la guerre dans la partie Est. La mer Mende, Moussa Niamou ici, ils sont nombreux. Ceux-là peuvent apporter. Mais Katumbi serait important pour apporter le fonds, le moyen, le finance. Les finances. Mais ce n'est pas l'État. C'est l'État congolais qui doit apporter. Non, mais si, mais c'est une affaire de Congolais. Mouyaya nous a dit, le front sont lancés dans tout le niveau. Si Katumbi se considère comme un Congolais, c'est un homme d'affaires attitré. Il a de l'argent, il n'a qu'à apporter son soutien financier pour aider le gouvernement congolais, aider l'armée congolaise à pouvoir avoir le moyen nécessaire. Mais pourquoi chez Katumbi, vous ne voyez qu'il est fort? Mais il peut apporter son. Non, mais parce que Katumbi, c'est un homme d'affaires attitré. Mais pas seulement homme d'affaires, mais il peut aussi apporter dans d'autres secteurs. Non, mais Katumbi n'a aucune expérience de guerre. Il n'a jamais été un seigneur de guerre. Katumbi n'a jamais occupé un territoire congolais. Mais Joseph Kabila a une expérience et de gestion parce qu'il a été le président de la République, mais aussi c'est un ancien militaire. Il a une expertise militaire, il a une expertise de gestion, donc avec il a une expertise en termes de diplomatie à proposer à M. Tshisekedi. Ça va suffire avec Katumbi, Kabila, Fayulu, Mende, et sans pour autant voir les autres. Non, mais on veut bien consulter tout le monde, mais il ne faut pas faire le fourre-tour. Sinon,
on risquerait d'apporter une solution incompatible aux problèmes posés. Je parle de l'erreur médicale. Ne tombons pas dans cette erreur médicale. Ici, le problème est très clair. Il faudrait focaliser tous les efforts du pays sur la question de la sécurité. Alors, mais vous avez vu la passivité de la communauté internationale. Dès lors que l'Église catholique veut consulter Nanga, vous l'encouragez ou vous découragez l'Église catholique? Non, mais il va consulter Nanga, pourquoi? L'Église catholique va soumettre Nanga à une confession religieuse. Nanga va faire un mea culpa devant l'Église. Nanga va reconnaître sa responsabilité sur le massacre de plus de 3000 morts dans un espace de 1 et de 2 jours. Nanga acceptera d'être transféré au pays et d'être arrêté et condamné à mort devant l'Église catholique. Et tout ce Congolais que nous avons perdu, comment on va le récupérer? C'est de ça qu'il s'agit. Alors maintenant... Et pourquoi d'ailleurs Nanga s'est rébellé contre le pays? Il me semble que c'était pour un dossier de carré minier. Eh bien, s'il a besoin d'un carré minier, que M. Tshisekedi passe par les évêques de l'Église catholique, qu'on accorde un carré minier à Nanga. Mais quid de tous les Congolais qui sont décédés? C'est cela la question. Alors, il y a eu des sommets qui ont été organisés. Et ces sommets demandent un dialogue dans les processus de Nairobi et de Luanda. Encore une fois, c'est un jeu de complaisance. Je venais tout à l'heure de décrier la passivité de la communauté internationale. Autant pour la passivité de l'Union africaine. C'est pas parce qu'il y a une porosité de notre diplomatie. Non, mais une porosité, d'abord une porosité de notre territoire. Parce que le Congo, depuis un temps, était devenu un couloir d'insécurité pour que les États qui nous entourent trouvent un moyen de se récréer de manière infinie sur nos ressources premières. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème du Rwanda avec la RDC, le Rwanda veut maintenir sa posture d'un État commissionnaire, d'un État pont, d'un État passerelle pour servir la communauté internationale tout en tirant des dividendes pour booster son économie nationale. Alors, il y a déjà l'OTAN qui veut installer ses bases au niveau du Rwanda. C'est que la RDC fait face aussi à l'OTAN. Non, mais la RDC a tout intérêt de renouer le nouveau contrat, les nouvelles relations avec les autres États pour assurer l'intégrité de son territoire. Mais aujourd'hui, il faut dire aux Congolais que le salut du Congo ne passerait que par le Congo et les Congolais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, au-delà de tout ce qui se passe, il faudrait que nous soyons conscients de l'épaisseur du problème qui nous entoure, restructurons notre armée, payons convenablement les éléments de forces armées de notre pays et mettons de gens qu'il faut, procédons aux méthodes de toilettage des services sécuritaires de notre pays et c'est par là que nous allons assurer une bonne défense pour protéger la patrie. Merci beaucoup, Manixi Yenda. C'est à moi de vous dire merci, M. Jean-David Kilolo. Passage. Alors, on va terminer par l'apport de l'Église dans cette agression rwandaise. Tout de suite. Me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Surtout oui. Cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de casseroles. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contre les Congo? Non, mais il faut... Alors, vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Quel apport de l'Église dans l'agression rwandaise? Vous savez très bien que la République démocratique du Congo fait face à cette agression rwandaise. Alors, l'Église